Donc bonjour à tous, bonjour. Romain Wenger, qui est doctorant au laboratoire Images, Ville, Environnement, n'a pas pu être présent. Comme je fais partie de l'équipe encadrante avec aussi l'équipe d'IRIMAS à l'université de Haute-Alsace, on va quand même présenter ces résultats. Le travail porte sur l'intérêt des approches par apprentissage profond pour améliorer la cartographie au départ des tissus urbains et plus généralement de production de cartes d'occupation du sol, avec ici un focus dans la présentation sur une partie du travail qui consistait à évaluer et à explorer l'inférence temporelle et spatiale d'un modèle qui a été proposé. Alors, pour revenir sur le contexte, mais sans trop rentrer dans le détail aussi sur l'intérêt de disposer de cartographie d'occupation du sol, je pense qu'il ne faut plus trop revenir là-dessus. Par contre, ce qu'on peut identifier, c'est qu'il y a quand même certaines faiblesses dans certaines cartographies qui sont plus particulièrement faibles, on va dire, sur les classes de tissus urbains. Généralement en lien avec cet effet poivre et sel, notamment quand on va exploiter des images Sentinelle-2, donc plutôt de l'ordre, avec de la haute résolution, de l'ordre de 10 mètres. Donc ici, dans cette démarche, on pourrait se dire, pour cartographier les tissus urbains, pourquoi utiliser de l'imagerie à 10 mètres de résolution spatiale et pourquoi ne pas utiliser directement une image à très haute résolution spatiale, donc plutôt inférieure, on va dire, à 3 mètres. Donc ici, le postulat était d'évaluer l'intérêt justement d'avoir de l'imagerie multitemporelle, mais aussi de l'imagerie multimodale, en essayant de voir ce que peut apporter notamment les images Sentinelle-1. Donc quand on cherche à généraliser des approches où on va apprendre sur une zone et qu'on va vouloir le reproduire à une plus grande échelle ou sur d'autres territoires, il y a une diversité d'approches qui existent dans la littérature, comme l'adaptation de domaine ou encore l'apprentissage par transfert. Mais il y a aussi une méthode qui est un peu plus simple, on va dire, plus simple dans le sens qui permet aussi d'avoir un faible coût en termes de temps de traitement, mais aussi en termes d'entraînement des modèles d'apprentissage profond. Et donc ici, l'hypothèse était de voir si, en entraînant et en développant un modèle sur une région qui n'est pas non plus si petite que ça, puisqu'elle est appliquée ici au Grand Est, qui représente quand même 1/7 du territoire, pour voir si on pouvait déployer et donc inférer ce modèle sur d'autres villes en France et aussi peut-être dans d'autres villes de type occidental et voir jusqu'où on pouvait aller. Donc on a voulu tester dans sa thèse deux hypothèses, à la fois cette inférence spatiale et à la fois une inférence temporelle, en se disant, on va apprendre un modèle sur une année avec des séries temporelles sur une année et pouvoir déployer le modèle sur une autre année pour voir si on va pouvoir également pouvoir cartographier les changements. Tout ça dans l'objectif de, 1, avoir des méthodes reproductibles, proposer des produits cartographiques qui permettent quand même cartographiquement d'améliorer les performances de la cartographie des tissus urbains, mais aussi de pouvoir être utilisés dans le temps pour pouvoir détecter les changements. Donc pour développer cette approche, comme ça a déjà été évoqué dans d'autres présentations, on se rend compte qu'avec les modèles d'apprentissage profond, on a besoin de beaucoup de données d'entraînement. Et donc une des difficultés, c'est de justement pouvoir entraîner les modèles avec une référence de terrain. Donc une première partie de la thèse a consisté à justement proposer un jeu de données orienté donc pour la segmentation sémantique, un jeu de données qui soit à la fois multitemporel et multimodal. Donc l'idée, c'est on part de l'imagerie Sentinelle, Sentinelle-1, Sentinelle-2, donc sur une année complète, en prenant ici avec l'hypothèse de ne prendre que les images exploitables le plus largement possible, donc inférieures à 10% de nuages.
et en gardant une résolution spatiale de 10 mètres, c'est-à-dire qu'on prend toutes les bandes, et celles à 20 mètres, on les rééchantillonne à 10 mètres. Donc un jeu de données, vous voyez, qui correspond sur la zone du Grand Est à 16 tuiles Sentinelle. Et donc une proposition ici de jeu de données découpé avec, pour un entraînement et un modèle d'apprentissage profond par la suite qui utilisera des patchs. Donc ça veut dire qu'il y a un jeu de données qui est construit où pour chaque patch de taille 256 par 256, là aussi il y a des tests qui ont été faits, qui ont été regardés par rapport à la littérature, pour lequel on a à la fois la série temporelle S1, la série temporelle S2, ainsi qu'une donnée de référence qui correspond à une cartographie de l'occupation du sol. Donc pour utiliser cette référence, la base de données de référence qu'on a utilisée est la base de données cartographique produite à l'échelle du Grand Est. Donc on a eu la chance d'avoir une donnée déjà de référence existante sur l'ensemble du territoire qu'on étudiait, mais qui avait une précision véritablement trop importante par rapport à la résolution spatiale de 10 mètres. Donc on a adapté et retravaillé donc, cette base de données d'occupation du sol, d'abord en 14 classes, mais toujours pour que ça réponde bien sûr aux besoins utilisateurs de cartographie de l'occupation du sol, et ensuite avec d'autres tests qui ont amené à faire un regroupement sur certaines classes, souvent peu représentées sur un territoire, encore que ça puisse dépendre ensuite de la localisation sur le territoire français. Mais voilà, avec plusieurs tests ici, à 14 et à 10 classes. Donc l'idée aussi, c'est de partager ce dataset pour permettre à la communauté scientifique de pouvoir aller utiliser ce dataset, puisqu'il y a eu quand même un gros investissement pour à la fois travailler sur la donnée de référence et la production. Donc associé au jeu de données distribué sous la forme d'un data paper, et aussi disponible, on a donc Romain a développé aussi une interface cartographique permettant de visualiser et d'aller sélectionner les patchs en fonction d'une sélection à la fois temporelle et spatiale. Donc là aussi, il y a des liens qui vous permettront d'aller consulter, en tout cas n'hésitez pas. Donc à partir de ce jeu de données, donc il y a eu une approche ici qui a été développée, donc un réseau qui s'est basé à la fois sur deux types d'extracteurs, un extracteur à la fois spatio-temporel et un extracteur plutôt spatio-spectral. Donc je ne vous l'expliquerai pas aussi bien que Romain, évidemment, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus. Mais donc pour ce test, une série de tests qu'on a fait, où je présente juste une partie des tests ici, on a identifié finalement que prendre toute une série temporelle d'images S2, ce n'est pas forcément le plus pertinent et qu'on peut parfois se contenter de faire cette recherche de patch sur S2 uniquement sur la période entre guillemets favorable, c'est-à-dire donc sur des mois ici entre, on va dire, l'été jusqu'à l'automne. Donc ça, c'est dans d'autres travaux précédents qu'il avait effectués, où on avait montré que par rapport à toute une série, si on prenait toutes les images disponibles ou juste sur quelques mois, eh bien on arrivait déjà avec les quelques mois à des résultats beaucoup plus performants. Donc ici, grâce à l'interface, on peut essayer de trouver le meilleur compromis pour avoir un jeu de données qui soit le plus performant possible en termes de temporalité. Et donc on a ici par exemple les tests qui ont été faits avec une date par patch pour le Sentinelle-2, pour les mois de juillet, août, septembre et novembre, avec chaque fois 17 jours entre les deux, et donc un certain nombre de patchs qui nécessitent quand même, pour l'entraînement du modèle, eh bien, une augmentation des données par différentes méthodes classiques. Et ensuite, on prend également pour Sentinelle-1 soit toutes les dates disponibles, soit la première date par patch pour les mêmes mois ici, par exemple, que pour Sentinelle-2. Mais on peut faire le choix de prendre l'ensemble des patchs ou non. Ici, dans ces tests-là, je vous montre les tests, on va dire, les plus performants.
Donc ensuite, pour aller sur l'inférence spatiale, donc on a vraiment entraîné donc, ce modèle sur le Grand Est, et ensuite on l'a appliqué sur 5 autres villes, un peu réparties sur le territoire, comme Dijon, Rennes, Toulouse, Orléans et Lille. Et puis on s'est dit, allons plus loin, allons sur une ville, on va dire en Europe, plus vers l'Est, Brême en Allemagne, Séville en Espagne et carrément Oran en Algérie. Donc l'idée, c'était vraiment d'évaluer la limite de l'inférence spatiale sur ces villes. Donc pour pouvoir évaluer quantitativement les résultats, il a fallu aussi produire un jeu de données sur ces autres villes, puisque les bases de données n'étaient pas forcément disponibles. Donc en utilisant quand même au minimum les données d'Urban Atlas, en particulier pour le squelette routier, mais donc une interprétation visuelle a été réalisée sur un certain nombre, on va dire, de cellules réparties le plus possible sur chacune des villes, pour que ça constitue un travail, parce que ça constituait déjà un travail conséquent de digitalisation, mais pour quand même permettre de produire un certain nombre de métriques quantitatives pour évaluer le résultat de la classification, enfin de la segmentation. Donc pour l'inférence temporelle, ce qui a été fait, c'est que le modèle a été entraîné sur 2 années différentes, et pour pouvoir ensuite détecter les changements. Et donc quand je dis détecter les changements, ça ne veut pas dire qu'on utilise les patchs avec une méthode de détection de changement. Ici, on applique le modèle à chaque date et on fait une simple différence des résultats cartographiques à la fin. Donc les résultats sont plutôt concluants, donc en entraînant comme ça sur le Grand Est. Et ici, quelques résultats qui illustrent un petit peu les résultats avec un F-score de l'ordre de 0,8. Et avec la particularité, je ne l'ai pas détaillé dans les classes ici, mais avec un objectif aussi de travailler particulièrement les tissus urbains qui sont généralement cartographiés soit en 2 classes, avec urbain et toutes les autres classes, soit généralement en 3 ou 4 classes. Donc ici, dans le travail, il y a eu aussi la volonté d'aller sur une cartographie des tissus urbains en 5 classes, pour permettre de se rapprocher d'une typologie qui serait plus proche d'un découpage selon les LCZ, c'est-à-dire tenant compte de la présence de végétation, notamment dans des unités morphologiques. Donc, là, quand on parle des tissus urbains, c'est pour ça que les tests ont été ciblés sur des grandes villes, dans l'idée de voir un peu comment ça améliorait cette cartographie des tissus urbains. Donc vous voyez que par exemple, la classe en vert foncé correspond classiquement plutôt à de la forêt, mais la classe en vert clair correspond à des classes qui sont souvent un petit peu ignorées en milieu urbain, qui peuvent être liées à des parcs, à des golfs, en tout cas des structures, des organisations spatiales en milieu urbain mélangeant végétation et surface artificialisée, souvent très difficiles à détecter à 10 mètres, qui sont faciles à détecter à 10 mètres en pixels en termes d'occupation du sol, mais en termes d'unités morphologiques correspondant à un morphotype urbain, c'est souvent difficile. Donc c'est la classe qui pêche le plus, on va dire, quand on regarde en détail, mais dont on a quand même des premiers résultats qui sont assez concluants. Donc visuellement ici, quelques exemples. Sur la ville de Lille, qui a une mixité, une organisation spatiale qui est aussi un peu plus complexe à certains endroits. Et donc, vous voyez ici des classes un petit peu spécifiques qui souvent sont juste de la végétation, mais ici qui correspondent à un morphotype urbain de type qui est spécialisé en milieu urbain, qui correspond à de la végétation avec cette organisation spatiale spécifique. Donc, des résultats statistiquement un peu moins performants, puisqu'on a un F1 ici de 0,68. Et donc, sur les autres villes, on a quand même des résultats qui sont du même ordre de grandeur, avec des F-scores qui restent corrects, qui ne sont pas de l'ordre de 90, mais qui restent tout à fait corrects, et qui montrent finalement le déploiement de cette approche sur d'autres villes, donc en termes d'inférence spatiale. Donc ici sur la ville d'Orléans et également sur la ville de Rennes. Et qui permet de montrer aussi
que même, parce que c'était aussi une forte hypothèse, que même à 10 mètres de résolution, il est quand même possible d'arriver à cartographier les tissus urbains avec un nombre de classes qui répond de mieux en mieux, on va dire, aux besoins utilisateurs. Et pour terminer, donc Toulouse, voilà, il avait mis l'ensemble des villes. Donc tous ces résultats, en fait, il y a un site cartographique qui a été mis en place, dont il a dû mettre l'adresse à la fin, donc vous pourrez aussi aller consulter en détail et visualiser aussi en transparence les résultats, parce que les résultats et les métriques quantitatives permettent déjà de qualifier ça, mais l'interprétation visuelle permet aussi de bien voir le résultat escompté. Donc en termes d'inférence spatiale, évidemment, comme on pouvait s'y attendre, si on applique le modèle sur une ville qui a des matériaux constitués de matériaux complètement différents, bah forcément là, le modèle se trompe complètement sur les tissus urbains. Donc on s'y attendait, mais on voulait quand même le tester. Donc ça veut dire qu'il faudrait apprendre spécifiquement sur des villes qui ont des structures complètement différentes. Rien de nouveau là-dessus. Donc voilà l'interface cartographique avec le lien qui permet de visualiser un petit peu ces résultats cartographiques. Donc en termes d'inférence temporelle, donc comme je l'ai dit, ça a été appliqué sur 2018 et 2022. Pourquoi sur ces 2 années? Pour que quand même dans nos territoires, pour que les changements soient visibles et un peu plus visibles, on a préféré avoir un laps de temps un peu plus important. Et donc là aussi, 6 villes tests ont été, on va dire, analysées de manière un peu plus détaillée pour évaluer les changements. Et donc là aussi, juste aussi pour montrer qu'à 10 mètres de résolution, il est tout à fait possible, et par ce type d'approche, même s'il peut y avoir quelques petits artefacts, d'identifier et de se servir de ce type de cartographie comme système d'alerte pour aller détecter un changement. En aucun cas, je pense, avec ce type de produit, on ne pourra quantifier véritablement les surfaces de changement, mais en tout cas, se servir de ce système comme un système d'alerte pour ensuite aller approfondir le changement, ça reste tout à fait possible. Donc ici, il avait indiqué voilà, toute une série très visuelle de tests sur les différentes villes qui montrent quand même des changements conséquents qui sont visualisés. Il m'en a mis un certain nombre sur Strasbourg, voilà. Je maîtrise moins. Oui, non, mais c'est des exemples, donc visuels, ça va aller vite, il n'y a pas de problème. Et je vais arriver, je pense, à la conclusion. Ah oui, il en a eu vraiment beaucoup. Voilà. Vous parcourez les différentes villes du Grand Est. Voilà. Et donc, en termes d'inférence temporelle, on voit ici que par un seul entraînement sur une date, on arrive comme ça à identifier ces différents éléments. Donc là aussi, la web map interactive qui permet d'avoir ces résultats cartographiques. Voilà, en conclusion, ces travaux ont pu montrer qu'il était quand même possible d'arriver à une cartographie des tissus urbains un peu plus détaillée que ce qui pouvait se faire jusqu'à maintenant, on va dire à moindre coût, et que ça permettait aussi de détecter des changements entre 2 dates. Donc les perspectives seraient d'ajouter dans le réseau et le modèle d'apprentissage profond, on va dire une entrée aussi à très haute résolution, permettant peut-être d'améliorer les résultats initiaux, mais un apport aussi et que ces approches permettent d'avoir des morphotypes urbains qui constituent plus des unités, et on passe cet effet pixel qu'on pouvait avoir avec les approches pixels. Et donc l'idée aussi dans le futur, puisque ce jeu de données est déjà à disposition, ce sera d'enrichir ce jeu de données, soit avec d'autres dates ou d'autres séries d'images optiques à d'autres résolutions. Voilà, merci pour votre attention.